Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser et de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, ce numéro est consacré à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Vous le savez, cette pandémie frappe de plein fouet le monde entier avec des cas de milliers de morts et des conséquences économiques énormes. Pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Ben Youssouf Keïta, médecin et ancien député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur, le plaisir est pour moi. Je suis toujours honorable député. Voilà, je vous écoute. Alors, bien avant de s'intéresser au cas spécifique de la Guinée, on va commencer par le continent africain. Vous suivez l'actualité de très près. Aujourd'hui, il reste dominé par justement cette pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier. Et le continent africain, de nos jours, est frappé de plein fouet. Quel état des lieux, justement, faites-vous de cette pandémie sur le continent africain? Bien, c'est une grande chance que le continent africain a eu à cause de la démographie, le fait que nous ne vivons pas en grande promiscuité comme les gens vivent en Europe, parce que nous avons un grand espace. Imaginez-vous la République de Guinée avec 12 millions d'habitants à une superficie de 245 857 km². Voilà, donc c'est comme si vous avez un habitant ou deux habitants au kilomètre carré, ce qui est vraiment bien, un espace vital très intéressant. Et le Covid-19 n'aime pas l'espace vital grand. Il aime l'espace confiné. Ça, c'est un premier avantage que l'Afrique a. Oui. Deuxième avantage, la jeunesse. 60% de la population africaine est jeune. Si vous prenez le cas de la Guinée, 45% c'est des jeunes. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. La population européenne est vieillissante. Et le Covid-19 a une prédilection pour les personnes de plus de 50 ans, voire 60 ans en avant, et qui ont des facteurs de comorbidité nombreuses, tels que le diabète, l'hypertension, parce que vous savez, à partir de 50 ans, 55 ans, 60 ans, généralement, les maladies telles que le diabète, l'hypertension, peuvent apparaître. Et l'hypertension, le diabète, en ajoutant sur le cancer, sont tous des facteurs de comorbidité. Donc, ce qui fait que les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables. En Guinée, il y a très peu de personnes âgées, comme en Afrique. La preuve, à Conakry, par exemple, quand vous sortez de chez vous, au Star 21, situé sur la transversale Nongola, ce qu'on appelle en ville, à pied, il va vous être très difficile de rencontrer plus de 5 vieux qui ont plus de 70 ans. Vous n'en trouverez pas. Alors qu'en Europe, vous en trouverez au minimum 500 à 1000. Donc c'est une raison. Les vieux chez nous sont à la maison. Le fait qu'ils ne viennent pas à la mosquée, les mosquées sont fermées, les églises sont fermées, et les affaires sociales sont mises en berne plutôt. Donc les vieux sont cloîtrés à la maison. Donc, ils sont naturellement protégés. Oui. Alors, c'est la chance que l'Afrique a. Sinon, nous ne sommes pas du tout préparés. Nous ne sommes pas du tout préparés pour affronter le coronavirus Covid-19. OK. Si nous n'avons pas ces facteurs à notre faveur, l'âge et ensuite la densité humaine, ça leur fait une hécatombe en Afrique. Oui. Alors, vous l'avez mentionné, beaucoup d'avantages pour le continent africain. La population est jeune, contrairement à l'Europe et à l'Amérique. Mais vous avez suivi quand même les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé qui annonçait au début que ça allait être de la catastrophe pour le continent africain. Pourquoi l'Afrique a-t-elle résisté, honorable? Non, parce qu'ils ont oublié qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de personnes jeunes que de personnes âgées. Ça, c'est une chose. Et en plus, l'espérance de vie en Europe est beaucoup plus élevée que l'espérance de vie en Afrique. Oui. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ils ont oublié que les Africains, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il n'y a pas un seul Africain qui n'ait pas été soumis à son enfance, même âgé, même adulte, à un traitement antipaludéen. Et qu'on le veuille pas, quelque part,
les antipaludéens ont créé une certaine immunité qui ne sont pas encore démontrées, mais qui pensent avoir agi pour défendre les Africains contre le coronavirus Covid-19. Ensuite, il ne faut pas oublier que les températures en Afrique, c'est pas comme les températures en Europe. Et comme vous savez, le coronavirus Covid-19 c'est un élément réplicatif. Ce n'est pas un être vivant. C'est une association de protéines qu'on appelle ARN, acide ribonucléique, qui a une enveloppe de lipides, donc de graisse. Et comme vous savez, la graisse résiste au froid. Donc, ce qui fait que le coronavirus est beaucoup plus protégé pendant le froid, bien plus résistant et devient plus agressif. Alors que quand il y a la chaleur, la graisse se dissout et le coronavirus devient faible et devient plus agressif. Donc, ces phénomènes ont fait que en Afrique, les prévisions catastrophiques que l'OMS avait prédit sont fausses. Alors, il y a ce phénomène. Voilà. Alors, honorable, justement, plusieurs politiques ont été mises en place par les États africains, notamment le confinement, l'état d'urgence sanitaire, justement, dans ces différents pays. Est-ce que l'Afrique n'a-t-elle pas anticipé, justement, les choses bien avant que la pandémie ne soit sur le continent? Bon, ça a été l'avantage pour l'Afrique aussi, parce qu'on s'est servi de l'expérience des Asiatiques, notamment de la Chine, et des Européens, la France et l'Italie. Parce que le coronavirus Covid-19 est apparu en Chine et ça a été là-bas en décembre 2019. De la Chine, c'est venu vers l'Europe, notamment l'Italie et la France. Et avant que ça ne vienne en Afrique, nous, les Africains, nous étions déjà préparés mentalement et nous avions des informations sur, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire et sachant surtout que c'est très, très mortel. Alors donc, cela nous a favorisé quelque part, quoique beaucoup de pays africains n'ont pas été à la hauteur des espérances que le peuple a placées en eux pour éviter que le coronavirus ne rentre dans leur pays. Oui. Alors, je vais vous dire que la catastrophe annoncée pour l'Afrique ne sera pas une catastrophe humaine, mais elle sera humanitaire, parce que l'économie va s'affaisser, oui. Et les gens vont être plus pauvres, et déjà nous sommes sous-alimentés. Alors, on va être vraiment maintenant dans la carence alimentaire. Et l'économie va enregistrer un taux de croissance négatif. C'est ça la catastrophe qui peut arriver en Afrique. Okay. Mais pas la catastrophe humaine. Ok. Alors, honorable, justement, vous êtes un médecin. Qu'en dites-vous de l'expérience malgache aujourd'hui contestée par l'Organisation mondiale de la santé? Bien. D'abord, c'est que on n'a pas de considération pour la matière grise africaine, aussi simple que ça. Sinon, je peux vous dire que chloroquine n'est pas indiquée pour traiter un virus. La chloroquine, le paludisme. Et l'azithromycine n'est pas indiquée pour traiter un virus. L'azithromycine est indiquée pour traiter une bactérie, et notamment qui provoque la tuberculose. Alors, c'est par un hasard que les gens a trouvé que ceux qui ont souffert de paludisme résistent mieux. Alors, il a utilisé la chloroquine et finalement, ça s'est avéré concluant. Mais moi, dès le premier jour, ici, et les gens de mon parti peuvent le savoir, parce que j'ai tenu une conférence à l'UFDG, à l'Assemblée Générale, pour dire aux gens que la chloroquine, on parle de la chloroquine, mais elle n'est pas efficace en réalité. Donc ne vous ruez pas dans les pharmacies pour aller acheter la chloroquine. Et effectivement, ma prévision s'est avérée vraie. La chloroquine, si elle agit, c'est par simple hasard. Mais scientifiquement, ce n'est pas démontré. Oui. Et surtout, l'hydroxychloroquine a des conséquences négatives, non seulement sur le cerveau, sur le cœur, mais les gens peuvent réagir à cela aussi. Oui. Pourtant, vous suivez l'actualité de très près du côté du CTE de Donka. Disons, la dose utilisée, le produit utilisé, c'est la chloroquine et quelques comprimés d'azithromycine. Est-ce que ceux-là qui sortent guéris, c'est une question de chance? Écoutez bien, d'abord, la chloroquine, il faut un dosage. Hein? C'est 10 mg par kilo poids pour un adulte, pouvant aller jusqu'à 15 mg par kilo poids pour un enfant. C'est-à-dire l'enfant supporte mieux la chloroquine
l'hydroxychloroquine ou la quinine qu'un adulte. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut savoir que, comme j'ai dit tantôt, à partir de même 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas quelqu'un, en tout cas en Guinée, personne n'est né avoir 2 ou 3 semaines, jusqu'à 2 mois, sans qu'il ne soit piqué par le moustique. Et si par malheur, c'est le moustique femelle, l'anophèle femelle, alors obligatoirement, il va développer le paludisme. Et on va donner la chloroquine, on va donner la quinine, avec tout ce qui s'en suit. Mais déjà, il y a une certaine immunité. Alors, les Malgaches se sont basés sur ça, sur l'artémisia, parce que l'artémisia produit la quinine, et ils s'en sont servis. Ici. Mais malheureusement, c'est les Africains. Si c'est un Européen qui avait trouvé cela, aujourd'hui, voilà, vraiment, je suis que ça va être développé et puis la publicité va être faite disant que voilà, l'on a découvert une molécule qui soigne coronavirus. Mais je vous dis, et j'appuie une fois de plus le président malgache qui a su donner valeur au cerveau africain, quel qu'en soit le conscient. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 20 morts en Madagascar. Alors moi, je vous dis que cette affaire de chloroquine, ça a été un buzz, et ça n'a même pas été découvert par les Français, ça a été découvert par les Chinois, mais comme vous savez, les Chinois sont pudiques et font moins de propagande. Alors, le professeur Raoult, qui a vécu en Afrique, qui est né pratiquement, est très intelligent, plus intelligent que les autres, ça m'est évident. Mais honnêtement, moi j'ai dit depuis le premier jour que c'était un buzz, parce qu'il n'y avait aucune étude scientifique, il n'y avait aucune expérience, il n'y avait aucune statistique pour dire que la chloroquine ou l'azithromycine soigne le virus. D'abord, le virus n'est pas un être vivant. Il n'y a pas de médicament qui tue le virus. Le virus, vous pouvez le détruire avant qu'il rentre dans l'organisme. Mais une fois qu'il est dans l'organisme, vous ne pouvez pas le détruire. Vous pouvez réduire, comment on appelle ça, sa progression à travers les produits qui peuvent anéantir les muscles, les cellules dans lesquelles ces virus vont rentrer. Mais le virus comme tel, voilà, c'est pourquoi on dit même souvent on peut fabriquer même des virus au laboratoire, parce que c'est une structure chimique. Okay. Alors, quand chaleur le détruit, les antiseptiques peuvent le détruire, mais une fois qu'il est dans l'organisme, vous n'allez pas envoyer 40 degrés, 45 degrés dans votre corps ou 60 degrés dans votre corps. Non. Et vous n'allez pas vous mettre à boire des détergents. Non. Voilà. Aussi simple que ça, monsieur. Alors, honorable Ben Youssouf Keïta, vous êtes médecin. Gardez la ligne, nous allons vous proposer un reportage réalisé par justement nos confrères concernant l'utilisation de la chloroquine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. On se retrouve dans un instant. Les premiers résultats sont désormais connus. Au Sénégal, l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur les patients atteints du Covid-19 a été confirmée ce samedi 2 mai. Une étude préliminaire comprenant un échantillon de 181 patients a été réalisée par le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann à Dakar. L'analyse a été menée conjointement avec l'Institut Pasteur de la capitale. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Après cette étude, le professeur Seydi note qu'aucune complication n'a été signalée pour les patients ayant pris un traitement à base d'hydroxychloroquine et ayant consulté en amont. Connue depuis 1935, la molécule hydroxychloroquine est un dérivé de la chloroquine, mais le médicament peut s'avérer dangereux si la posologie n'est pas respectée. Moussa Seydi a donc mené en parallèle une étude sur 362 patients pour connaître ses effets secondaires. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients, parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Moussa Seydi indique toutefois qu'il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Des résultats encourageants pour le professeur qui compte poursuivre la prise en charge des patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine.
L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble avec bien sûr notre invité au bout de fil. Il s'agit de l'honorable Ben Youssouf Keïta, médecin. Alors, honorable, vous avez suivi ce reportage et la réaction du professeur Moussa Seydi. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, j'appuie bien le professeur Moussa Seydi. Nous allons dans la même direction. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine, qui n'est pas la chloroquine, c'est un produit vraiment nocif, et nocif, il faut le savoir. Et comme je vous ai dit à l'entame, le dosage d'un antipaludien, surtout, c'est 10 mg par kilo poids. C'est-à-dire ici, c'est de 60 kg. Le maximum que je prendre, c'est 600 mg. Et 600 mg, c'est 6 comprimés de 100 mg. Donc, vous prenez 2 matins, 2 soirs. Et si c'est 200 mg, c'est 3 comprimés, un matin, un soir. Donc, pendant 5 jours, même 3 jours, c'est bon déjà, mais 5 jours, vous allez commencer à avoir des bourdonnements dans les oreilles et vous allez avoir de la palpitation. Et si vous ne faites pas attention, vous allez avoir des réactions allergiques qu'on appelle érythroïdes. Alors, donc, c'est vous dire purement simplement que c'est un produit vraiment dangereux. Il y a plus de 15 ans, il y a plus de 20 ans que moi, personnellement, en tant que médecin, parce que j'ai 40 ans d'expérience, il y a plus de 20 ans que moi, je n'utilise plus la chloroquine. Plus de 20 ans, la chloroquine. Je ne l'utilise pas. Parce que il y a eu beaucoup de réactions secondaires à cela, notamment les raches cutanées et ensuite des vertiges, voire même des vomissements. Donc, moi, je voudrais vous dire que l'Afrique doit se réveiller et l'Afrique ne doit pas suivre comme mouton de famille tout ce qui vient de l'Europe. Et pour cela, il faut que nos dirigeants nous donnent crédit au cerveau que nous avons ici. Je veux parler d'un jeune docteur pharmacien ici, qui s'appelle Apip. Il a parlé depuis longtemps de sa trouvaille à travers la média. Malheureusement, il n'a pas été écouté, il n'a pas été suivi. Il faudrait que nous accordions du crédit à nos chercheurs africains, et surtout nous en Guinée, que nous accordions du crédit à nos praticiens et que nous les aidions à développer de manière scientifique leurs produits. Oui. Alors, honorable, revenons au cas spécifique de la Guinée. Le président Alpha Condé a décrété l'état d'urgence sanitaire. Des mesures de restriction n'ont pas été allégées. L'état d'urgence sanitaire a été décrété et a été prolongé, j'allais dire. Mais malgré toutes ces mesures prises par le gouvernement guinéen, les chiffres continuent à grimper. Autrement dit, le taux de contamination reste toujours élevé. Quelle lecture faites-vous? Oui, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. D'abord, les mesures n'ont pas été prises à temps, parce que, revenons un peu, tout le monde savait que le 12 mars, M. Alpha Condé, avec le docteur Sakoda, avait déclaré sur les zones de la radio-télévision guinéenne que nous avions 2 cas. Ça, c'est le 12 mars. Oui. On nous a même si c'était un seul cas, les mesures, parce que nous avions... Tout ce qui s'ensuit commençait déjà à des mesures de protection de barrières. Malheureusement, on a attendu jusqu'à ce que le 22 passe, parce qu'on voulait que le 22 passe l'élection qui ne devait pas avoir l'égalité de santé peu. Et puis là, moi j'ai dit que la contamination est devenue nationale. Et c'est ce qui a continué. Aujourd'hui, nous avons une contamination communautaire. Imaginez-vous que dans la commune de Ratoma, qui est la deuxième commune après celle de Bateau, il y a un taux de contamination de 37%. Si vous prenez 100 personnes à Ratoma, si vous prenez 100 personnes, 37 personnes sont positives au coronavirus. Matoto, la plus grande commune de la Guinée, si vous prenez 100 personnes, 27 personnes sont, ou 28 personnes sont positives. Ça signifie que la contamination a atteint un niveau catastrophique. Mais la responsabilité, une fois de plus, le gouvernement, il ne faut pas lui dire de la cuillère parce qu'ils n'ont pas considéré réellement l'alerte donnée par les professeurs comme nous et comme d'autres. Il faut éviter qu'il y ait vraiment ce rassemblement de personnes. On ne peut jamais savoir combien de personnes ont été contaminées le 22. Mais ça, c'est qu'il y a eu beaucoup. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on dit l'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas. Le président de la République ne peut pas demander à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes qui se réunissent
hein, qui n'est pas plus de 20 personnes qui se réunissent, et lui-même, entre-temps, appelle 100 personnes à se réunir devant tout le monde, dans une salle. Ensuite, on a vu 2 poids 2 mesures, parce que chaque être humain a la même valeur devant Dieu, sauf votre comportement qui vous différencie des uns des autres. Oui. Excusez-moi d'en parler, mais il le faut. Notre regretté maire, qui a été première dame de la République, c'est quand le général Lansana Conté, Arrête Conté, elle est décédée. Et en ce moment, au moment où elle est décédée, il ne devait pas avoir plus de 20 personnes qui se réunissent. Malheureusement, vous avez vu, il y a eu plus de 300 personnes qui se réunissent. Alors, si la population voit ça, vous ne pouvez pas le dire de ne pas se réunir. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est pour cette raison que les gens de Kola se sont rebellés pour enlever les barrages, parce qu'on a vu que c'est de 2 poids 2 mesures. Alors, tout cela l'a fait que les gens portent peu de crédit à ce que le gouvernement dit et ils ne respectent pas les mesures de barrière. Ils le font par peur, mais ils ne le font pas par conviction. Okay. Alors, tout cela ne favorise pas la lutte contre le coronavirus Covid-19. Oui. Docteur, on dit Conakry est continué. Mais allez au barrage de Kaka, les véhicules sortent, les véhicules rentrent, sans problème. Alors ce n'est pas les véhicules qui transportent le coronavirus, c'est les personnes qui transportent le coronavirus. Oui. Vraiment, nous ne sommes pas prêts encore de sortir dans les berges. Et surtout que cela pourrait arranger politiquement certaines personnes qui ne veulent pas qu'il y ait des élections présidentielles au mois d'octobre. Ils ne veulent pas qu'il y ait effectivement des élections même en cette année 2020. Oui. Alors, rassurez-vous que cette affaire de coronavirus, moi je n'ai confiance pour le moment au comité scientifique. Pourquoi? Parce que la personne qui dit le comité scientifique est une promotionnaire que je connais, qui est apolitique, qui est vraiment scientifique. Oui. Alors, docteur, justement, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui l'Agence nationale de la sécurité sanitaire est-elle à mesure de gérer cette pandémie en Guinée? Allô? Oui. Docteur, je dis, est-ce qu'aujourd'hui l'Agence nationale de la sécurité sanitaire... Allô, docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, voilà. Je disais, est-ce que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire est-elle à mesure de gérer cette pandémie en Guinée? Non. Pourquoi est-ce que la politique mise en place n'est-elle pas efficace? Allô, vous êtes là, honorable Ben Youssouf Keita? Oui. Honorable, vous êtes là? Ah. Honorable, vous êtes là, bonjour. Bonjour, rebonjour. Voilà, je disais justement, la politique mise en place par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire n'est-elle pas une politique efficace? Elle n'est pas du tout efficace parce que l'Agence nationale de sécurité sociale n'est plus crédible. Depuis que le président de la République les a appelés 3 fois, et devant tout le monde, il les a fait jurer pour la première fois. La deuxième fois, il a dit de s'entendre entre eux. Le président de l'ANSS a dit qu'il entrait la hache de guerre. Guerre pourquoi? Guerre certainement pour des intérêts égoïstes et peut-être mercantiles. Alors, ils ont perdu crédibilité. C'est la 3e fois, le président lui-même il a dit qu'on ne dit pas la vérité. Comment voulez-vous que cette agence puisse réussir? Moi, je ne porte plus de crédit, quoique celui qui est à la tête est un promotionnaire, même un frère à moi, le frère Sakoba Keta, nous avons étudié ensemble, nous sommes des frères. Malheureusement, cette fois-ci, il est passé à côté de la plaque. Oui. Et ensuite, comme une fois de plus, je vous le dis, il faut porter crédit à ce que dira le comité scientifique. Okay. Jusqu'à preuve du contraire. Ok, alors, honorable, nous tendons... Oui. Honorable, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Vous êtes médecin. Si on vous demandait aujourd'hui, justement, de nous faire un plan de riposte pour contrecarrer l'évolution de cette pandémie, quelle allait être votre réponse? Ah oui, je suis prêt à le faire. La première des choses d'abord, c'est augmenter la capacité de diagnostic. La capacité, au lieu de 200 300 qu'on fait actuellement, aller au minimum jusqu'à 1000, pourquoi pas 2000 tests par jour. Et des tests rapides, c'est possible. Le Gabon, qui n'a même pas 3 millions d'habitants, le président Ali Bongo a commandé des tests et ils font des tests 10 000 par jour. Nous, la Guinée, avec toutes nos richesses, avec tout ce que nous avons comme ressources financières, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller jusqu'à 1500 voire 2000 tests par jour et des tests rapides?
augmenter la capacité de diagnostic, parce qu'il faut diagnostiquer d'abord. Ensuite, il faut traiter. Donc, pour le traitement, requérir, d'abord, encourager les médecins, le personnel médical et le personnel soignant qui est en train de se tuer au front, de se tenir au front, malgré les conditions difficiles. Il faut les encourager moralement, et financièrement et matériellement. Ensuite, tous ceux qui sont testés et qui sont positifs, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques, même s'ils sont asymptomatiques, on les place en une quarantaine dans un des hôtels, jusqu'à 15 jours, pour voir s'ils ne développent pas de signes ou de symptômes. S'ils ne développent pas, ils rentrent à la maison. S'ils développent, on les envoie dans un centre de traitement. Normalement, la capacité de Donka devait être 3000 lits. Ils ne sont même pas à 1000 lits. Alors, voyez-vous qu'il y a des difficultés. Il faut requérir beaucoup de lieux où on peut recevoir beaucoup de malades diagnostiqués et symptomatiques. Ainsi, la population sera encouragée. Mais si la population voit que ceux qui sont diagnostiqués positifs, ils sont symptomatiques, difficilement ils trouvent une place où être couchés, où la prise en charge est effective, évidemment que les gens ne vont pas être encouragés ni à se faire diagnostiquer, ni à se faire hospitaliser. Et c'est pour cette raison que nous avons dans la nature plus de 1000 personnes qui sont testées positives, mais qui refusent de venir parce que les conditions ne sont pas là et qui continuent de contaminer la population. Voilà. Alors, honorable, une dernière question rapidement. Aujourd'hui, le Front National pour la défense de la Constitution menace justement de reprendre ses manifestations politiques sur l'ensemble du territoire national, tandis que la Guinée traverse une situation sanitaire difficile. Aujourd'hui, est-ce que le moment est opportun pour la reprise des manifestations? Secondo, quel message avez-vous à lancer aujourd'hui à l'endroit du peuple de Guinée? Bien, premièrement, c'est au professeur Alpha Condé qui lance le message. Vous savez, l'exemple vient dans vos limitations d'Amba. FMDC, malgré... Oh là là, honorable Ben Youssouf Keïta est parti. La régie va continuer à se battre pour justement faire revenir notre invité afin de terminer cette émission, je le disais, essentiellement consacrée à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain et en particulier en Guinée, notre cher pays. Alors, la régie va continuer justement à se battre et pour la satisfaction de nos millions de téléspectateurs. Voilà. Je le disais, ce numéro spécial est essentiellement consacré à la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Vous le savez, une pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier. Je crois qu'on a déjà l'honorable Ben Youssouf Keïta. Ben, vous êtes, Monsieur Keïta, vous êtes là, honorable? Oui, je suis là, je suis là. Rapidement, votre message, allez-y. Bien, mon message, c'est au président de la République. Il faut qu'il sache qu'il a juré sur la Constitution de respecter, de faire respecter la loi. D'une part, il a juré de protéger la population guinéenne sur tous les plans. Aujourd'hui, la population guinéenne est menacée par le coronavirus Covid-19. Alors, je lui demande de tendre la main à tous les leaders politiques qui sont écoutés aussi comme lui, afin qu'ils se donnent les mains pour éradiquer le coronavirus Covid-19. De mettre de côté la politique politicienne, de cesser d'arrêter les opposants à son coup d'État constitutionnel et enfin de savoir que le peuple de Guinée l'a élu pour 2 mandats et ça reste pour 2 mandats. Voilà ce que je veux vous dire. Merci. Que le peuple se resserre et resserre les liens et qu'ensemble nous votons hors du territoire national le coronavirus Covid-19. Bonne chance aux Guinéens. Merci d'avoir répondu à notre invitation, honorable Ben Youssouf Keïta. Merci. Voilà. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité honorable Ben Youssouf Keïta Mersin, ancien député justement à l'Assemblée nationale. Ainsi prend fin cette émission. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Nous vous souhaitons surtout une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.